Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du 1er décembre 2021. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, ce mercredi 1er décembre, nous avons un début de rebond du côté des bourses européennes, même si en fin de séance hier, on a Jérôme Powell qui est venu gâcher la fête. Il a un peu plombé l'ambiance à Wall Street, puisqu'il était auditionné devant le Sénat. Et les indices américains ont quand même fini en nette baisse après que le président de la Fed a laissé entendre que la Banque centrale américaine pourrait accélérer la réduction de ses achats d'actifs face à la hausse de l'inflation, accentuant forcément la pression sur un marché déjà préoccupé justement par la propagation du variant Omicron. Et en s'exprimant devant la commission bancaire du Sénat américain, Jérôme Powell, en plus, a fait savoir qu'il estimait opportun, enfin, de renoncer au terme transitoire pour décrire la hausse de l'inflation, ajoutant que la Fed se pencherait lors de sa prochaine réunion dans 2 semaines sur le calendrier du resserrement de ses programmes d'achat d'actifs. Donc là, Jérôme Powell a clairement dit qu'il allait mettre un tour de vis. Et ça, les marchés ont été un peu pris au dépourvu et ils n'ont pas trop apprécié la démarche du président de la Fed. Et donc ces commentaires, forcément, ont alimenté les spéculations autour d'une possible accélération du relèvement des taux d'intérêt, amplifiant forcément la tendance à la vente durant la séance, alors que les investisseurs étaient quand même déjà préoccupés par les incertitudes toujours et l'impact du variant Omicron. Donc forcément, derrière, on a quand même la BCE, il y a de ça encore quelques semaines, qui nous disait ne vous inquiétez pas, l'inflation est transitoire, elle ne va pas durer. Et aujourd'hui, Jérôme Powell, du moins hier, qui retourne sa veste en disant stop, on arrête les frais, l'inflation est là, et elle risque quand même de durer encore un peu. Donc, à mon avis, on va s'attendre aussi à ce que plusieurs banquiers centraux changent de discours, je pense, d'ici les prochaines semaines. Dans l'attente toujours d'informations complémentaires des autorités sanitaires américaines sur l'efficacité des vaccins actuels contre le Covid-19 face au variant Omicron, les laboratoires ont exprimé aussi des positions assez divergentes, puisque le directeur général de BioNTech a déclaré hier que le vaccin développé avec l'américain Pfizer devrait permettre d'empêcher des formes graves du Covid-19 en cas de contamination par le variant Omicron, alors que le PDG de Moderna, pour rappel, a lui redouté que les vaccins actuels soient moins efficaces face à cette nouvelle souche. Donc là encore, on a des marchés qui sont un peu perturbés, chahutés, et il va être nécessaire d'avoir un peu plus de visibilité au cours des prochaines semaines pour avoir suffisamment de recul de la part des labos et surtout des scientifiques sur cette nouvelle souche de coronavirus. Ce matin, tout de même, bon, les marchés avaient quand même besoin de respirer. On a quand même chuté de quasiment entre 6 et 8% en Europe. Donc forcément, le sentiment qu'on est dans un rebond. Ça reste très fébrile, on a quand même bien purgé. Difficile d'évoquer une reprise haussière, mais plutôt pour moi, je pense, un rebond. J'estime qu'il faudra quand même vendre à un moment donné ce rebond technique et qu'on va s'installer dans un range d'ici la fin de l'année. Donc là, on est quand même en hausse dans les premiers échanges pour la première séance de décembre, mais elle n'efface qu'une partie de leur perte de la veille, après que les incertitudes sur la pandémie et la politique monétaire de la Fed persistent et tiraillent en quelque sorte les investisseurs. Donc les actions européennes prennent certes une orientation positive après avoir cédé du terrain la veille face aux inquiétudes autour du variant et aux déclarations
du président de la Fed sur une possible accélération de la réduction des achats d'obligations, mais comme je vous le disais, la prudence quand même reste de mise et j'estime qu'on a quand même un flux baissier qui s'est installé sur les marchés depuis quelques semaines et donc je vois mal l'Europe terminer l'année en beauté maintenant et retourner de nouveau sur les plus hauts historiques. La croissance, côté macro, eh bien, on a eu la croissance de l'activité manufacturière en zone euro qui a légèrement accéléré en novembre, mais encore une fois, les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement se sont aggravés, limitant la production et faisant forcément grimper le coût des matières premières. Donc, l'indice d'activité PMI du secteur manufacturier mesuré par IHS Markit est remonté à 58,4 contre 58,3 le mois précédent. Enfin, pour terminer, la séance sera aussi animée aux États-Unis par l'ISM manufacturier et le rapport ADP sur l'emploi américain. Côté macro, ici, nous avons un graphique qui représente la détention d'actions américaines par les ménages. Et force est de constater que les ménages américains possèdent énormément d'actions américaines. On a depuis depuis le crack lié au Covid et les interventions de la Fed, eu une acquisition, j'ai envie de dire, de la part des ménages américains, notamment avec les chèques qui ont été envoyés, si vous voulez, il y a de ça quelques mois, les chèques de 1000, 1200 $ aux ménages américains, la plupart les ont investis sur les marchés financiers. Ce qui fait qu'actuellement, on a atteint des niveaux records de la part des ménages américains sur la détention d'actions américaines. Et le problème aujourd'hui, avec les banquiers centraux, c'est qu'ils sont bloqués. Et voilà pourquoi, si vous voulez, les banques centrales sont prises au piège avec leur politique d'argent magique, puisque leur politique monétaire, en fait, ont mis très clairement les marchés sur la Lune, même si on a eu quelques turbulences, mais globalement, depuis 18 mois, le S&P a pris plus de 100%. C'est la hausse la plus rapide de l'histoire. Et si elle retire la seringue, eh bien, le patrimoine de millions d'épargnants pourrait s'évaporer. Effectivement, ce n'est pas comme en France ou en Europe. Les ménages américains possèdent, comme le montre ce graphique, énormément, enfin, investissent massivement en bourse. Et bien évidemment, la hausse a été alimentée par la reprise économique, mais aussi boostée par les plans de relance et les injections de liquidités des banquiers centraux. Donc derrière, encore une fois, si la Banque centrale diminue, enfin, du moins accélère plutôt, j'ai envie de dire, son programme de rachat d'actifs et diminue son soutien aux marchés financiers, ça pourrait s'effriter. Et donc, les marchés, comme on l'a vu hier, pourraient chuter, comme ce fut le cas en 2018-2019, quand la Fed a tenté de monter les taux. On a eu une chute de 10-15%. Et ça, la Fed veut absolument éviter ce scénario. Et surtout, quand on voit que quasiment, on a massivement, j'ai envie de dire, des épargnants américains qui sont investis sur les marchés, je vous laisse imaginer le scénario actuellement si on avait une correction assez violente sur les marchés. Ça impacterait très largement l'épargne et le patrimoine des Américains. Donc, un élément qui montre, voilà pourquoi, si vous voulez, les banquiers centraux actuellement sont pris au piège dans leur politique monétaire ultra accommodante et le fait d'avoir mis les marchés dans la stratosphère en injectant autant de liquidités. Donc, derrière, s'ils se retirent un peu trop vite, un peu trop fort, les marchés risquent de ne pas apprécier cette démarche jugée un peu trop agressive et pourraient décrocher en réclamant une nouvelle fois des liquidités. Et forcément, quand on voit maintenant le discours de Jérôme Powell et l'inflation qui impacte aussi les ménages américains,
il va falloir que la Fed trouve un juste milieu pour contrer l'inflation sans que les marchés derrière réagissent trop violemment en cas de baisse. Donc, ça va être un jeu, j'ai envie de dire, d'équilibriste pour la Fed pour trouver le juste milieu et permettre, surtout en 2022, d'éviter un accident de marché. Ici, c'est l'évolution du chiffre d'affaires annuel des FANGMAN, donc Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix et Google. Encore une fois, prise de recul. Ce sont ces sociétés-là qui ont tiré globalement depuis mars 2020 le S&P et le Nasdaq à la hausse. On a ce qu'on appelle très clairement une hausse en trompe-l'œil et encore, on n'a pas Nvidia. Ça aurait été intéressant de voir l'évolution du chiffre d'affaires de Nvidia, mais ça permet de prendre du recul et de voir surtout à quel point les FANGMAN dévorent le monde et à quel point elles ont une certaine puissance et surtout leurs revenus en l'espace de 15 ans ont juste plus que doublé, voire triplé. Hein. Si on regarde Facebook, c'est la société qui a réalisé, qui a eu la progression la plus fulgurante, plus 56 000%. Globalement, Amazon se porte pas si mal en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on atteint quand même les 386 milliards. On est sur des boîtes qui produisent énormément de bénéfices, de chiffre d'affaires, de croissance. Ce qui explique aussi pourquoi elles se payent actuellement relativement cher en bourse. Mais cela se traduit aussi par une capitalisation boursière assez élevée et donc une pondération, encore une fois, assez importante dans la composition du S&P 500 et du Nasdaq. Donc, globalement, prise de recul, toujours, ça reste des poids lourds, des sociétés qui, je pense, vont avoir du mal à être renversées dans les prochaines années. Mais encore une fois, des valeurs, j'ai envie de dire presque refuge sur le long terme. Effectivement, on pourrait croire que maintenant, dans la tech, on a des valeurs refuges. Et quand on prend ce recul et qu'on compare l'évolution du chiffre d'affaires depuis 2005, effectivement, on n'est pas trop inquiet pour leur perspective, sachant que Facebook, comme je le dis souvent, n'est pas un simple réseau social, Apple n'est pas un simple vendeur de téléphone, Amazon, c'est pas seulement un site de e-commerce, pareil pour Microsoft, c'est pas seulement des logiciels, Netflix, c'est pas que du streaming, et Google n'est pas un moteur de recherche. C'est bien plus que ça. Aujourd'hui, toutes ces sociétés se sont diversifiées. Apple veut se lancer dans les voitures électriques. Amazon prévoit de lancer une série, Le Seigneur des Anneaux, pour la semaine prochaine, enfin l'année prochaine, qui devrait attirer moult personnes, je pense. Microsoft eh bien, se développe aussi ailleurs que dans les logiciels, notamment avec Zoom. Netflix, pareil, produit aussi certains films, certaines séries. Et Google est très avancé dans la recherche artificielle. Et Facebook, comme vous l'avez vu récemment, se lance maintenant, s'est renommé Meta, et se lance dans les métaverses. Donc, des sociétés qui, globalement, évoluent plutôt bien. On a l'impression qu'elles sont un peu, j'aime les associer un peu à une pieuvre avec des tentacules qui absorbent un peu tout ce qu'elles peuvent absorber, que ce soit dans le paiement, dans le numérique, dans le digital, bref. Elles trouvent toujours des sources supplémentaires de revenus, ce qui fait que effectivement, on pourrait presque les associer à des valeurs refuges, tant leurs bénéfices et leurs profits risquent de croître au fur et à mesure des années à venir. Côté graphique maintenant. Alors, on rebondit ce matin. J'évoquais avec vous la belle zone à mettre à profit hier. Donc peut-être que certains ont réussi
à payer le CAC 40 sur ce magnifique support. Pour l'instant, ça rebondit. Je vais continuer à chercher des ventes. Pour l'instant, on laisse le rebond se faire. J'évoquais avec vous cette fameuse zone de prix en vous disant qu'on avait une belle zone intermédiaire et qu'en cas de cassure, on ira chercher cette zone-là. Néanmoins, hier, on avait quand même une belle divergence qui était en cours de formation. Je vous disais, si la divergence est validée, qu'on est sur zone, une opportunité de mettre à profit ce niveau de support pour espérer un rebond. Donc là, c'est le cas. La divergence 4 heures a été validée hier. On est en train d'amorcer le rebond. On pourrait avoir une accélération vers les 6875, 6900. Je pense qu'il faudra prendre ces bénéfices ensuite et tenter de revendre à nouveau le CAC 40. Donc là, ne soyez pas trop gourmand. Mettez votre stop à break-even si vous êtes rentré suite à la formation de cette divergence. Prenez quelques bénéfices. On peut aller chercher encore plus haut, très clairement, effectivement. J'aimerais bien qu'on remonte vers cette zone, 6875, 6900, pour ensuite vous proposer de nouveau de revendre le CAC 40 pour aller chercher le milieu de range et la borne basse du range. Mais je verrais bien sur le CAC 40, voilà, un range d'ici la fin de l'année entre 6900 et 6670. Voilà, si vous voulez, mon scénario à venir. Donc là, place au rebond, divergence. Les marchés avaient quand même besoin de respirer, de souffler un peu. On a purgé 7%, normal d'avoir un rebond. J'exclus très clairement un scénario de retour à 7100 points, 7300 points vers de nouveaux plus hauts historiques. J'estime que l'année est quasiment bouclée. Il reste 3 semaines de bourse et je verrai plutôt une stabilisation dans un range. Voilà mon scénario. Une prise de bénéfice peut déjà s'opérer maintenant, étant donné qu'on a quand même eu un beau rebond, mise à BE du stop et essayer d'aller chercher un peu plus haut. 6800, 6900, 6875 au mieux. En tout cas, ce serait l'objectif final à aller chercher sur le CAC. En données horaires, même chose, on avait aussi une divergence horaire qui a été validée sur une belle zone de prix. 6875. Effectivement, ce serait d'aller chercher la MM horaire, la MM50 horaire, et pourquoi pas sur excès 6900, 6080, 6890. Bref, ici on a une très grosse zone, donc il y a encore un peu de place, mais ne soyez pas trop gourmand dans ce rebond, car j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans un rebond plutôt qu'une reprise haussière de long terme. Donc pensez à vous payer et surtout à protéger rapidement votre trade. L'indice allemand, c'est la même chose. On évoquait les zones hier, la divergence horaire a été validée. Même constat pour la divergence 4 heures. Juste ici, tac, petite divergence, mais elle est validée aussi sur une très belle zone de prix. Là, on a une purge un peu plus violente aussi sur le DAX. Normal, quasiment 8%. Normal d'avoir un rebond, mais je pense qu'il faudra revendre sur cette zone. Indice allemand, et qu'on va sûrement évoluer dans un range entre 15 500 et 15 000. Et sur excès, ce serait 14 800. Mais pareil, mon scénario, c'est un range à venir dans cette zone-là. Très clairement. Donc là, laissons faire la divergence, elle est en place, ça tient. On vient de casser la résistance des 15 310. Le retracement de 50%, c'est même un peu plus haut. Mais généralement, avec les divergences, c'est un retracement de 50%, mais je ne pense pas que le marché aura la force d'aller chercher ce niveau. Ça me paraît un peu haut. Pour moi, le niveau intéressant, c'est les 38,2. Et pourquoi ce niveau? Encore une fois, c'est la MM50 horaire. Donc là, pareil, le niveau qui va m'intéresser pour revendre le DAX, c'est 15 500 points. Voilà. Donc là, place au rebond, il y a encore un peu de place. On est au-dessus de la résistance. Pourquoi pas faire un pullback? Mais dans les prochains jours, je pense que si le marché vient toucher sa MM50 proche de cette zone, eh bien, il faudra de nouveau appuyer sur le bouton vendre et vendre le DAX pour aller chercher en TP1 le milieu de range et de nouveau la borne basse. En tout cas, c'est le scénario que j'ai pour la fin de l'année.
une évolution dans un range pour l'ensemble des indices européens. Donc là, même constat, si vous étiez à l'achat suite à la divergence haussière sur zone, eh bien, prenez déjà quelques bénéfices, mettez votre stop à break-even et espérez que le marché aille chercher ce niveau. Je pense qu'ici, si on a un beau chemin de retournement, il faudra de nouveau revendre le marché, comme pour le CAC 40. Le Dow Jones plombé, mais on n'a pas voulu venir taper la moyenne mobile 200 périodes. Ça, ça m'embête un peu. C'était vraiment un objectif que j'avais. Là, on doit faire le rebond de nouveau sous zone. Pourquoi pas revendre aussi le Dow Jones pour vraiment aller chercher. J'aimerais bien un petit excès en plus. Une dernière jambe de baisse, là, rebond, dernière jambe de baisse pour aller taper 34 250 et surtout venir chercher la MM 200. Il manquait pas grand-chose. C'était vraiment un objectif clé selon moi où on peut même chercher des achats sur ce niveau en intraday. Là, c'est dommage. Le marché a quand même bien purgé hier, mais il n'a pas voulu aller chercher ce niveau. Ça reste très baissier. Et pareil, là, il faudra aller voir sur les futurs pour savoir s'il faut revendre ou pas à nouveau cette zone. 34 850, 34 785. En tout cas, on a une belle dynamique baissière à court terme. La zone, les niveaux clés de chaque zone sont plutôt bien respectés. Donc maintenant, allons voir sur les futurs pour tenter d'y voir un peu plus clair. Mais le flux reste baissier actuellement, ça reste vraiment baissier. Voilà, on est vraiment dans la zone. Le flux reste baissier, je trouve. Les vendeurs gardent la main. Et j'aimerais bien que le marché réussisse à aller chercher ce niveau de prix. Pareil, même sur le futur, on voit que la MM200 n'a pas été tapée. C'est dommage. Mais là, ce que je constate, je vais enlever l'Ishimoku, c'est qu'on est, dans la zone. Donc, à surveiller à l'ouverture à 15h30, voir si les marchés américains poursuivent et payent le rebond qui a été amorcé en Europe, ou au contraire, estiment qu'il s'agit juste d'un simple rebond technique, auquel cas il faudra revendre vers ce niveau pour aller chercher MM200 sur le cash et derrière venir taper cette deuxième zone. Maintenant, en données 4 heures, on est sous résistance. Donc ici, je n'ai pas envie de chercher des achats. Comme je vous le dis, la dynamique demeure baissière, le sentiment qu'on est dans un rebond technique. Je pense qu'il faudra affiner sur des unités de temps un peu plus courtes. Voilà, la MM50, vous voyez tous les rebonds sur la MM50 horaire, plutôt bien fonctionné. Actuellement, c'est encore un peu tôt. Donc, de flux, il n'y a pas de bougie de retournement ici, on n'a pas de bougie flux directionnelle. Donc, à surveiller à 15h30, mais je pense en tout cas qu'il serait intéressant de tenter de revendre une nouvelle fois cette zone. Si la MM50, si on n'a pas de break horaire de la MM50, une nouvelle fois, tenter des ventes. Donc là, affaire à suivre. Est-ce qu'on est dans un fanion en données, un drapeau en données 15 minutes ou juste un canal? Donc là, pareil, à surveiller, affiner ce plan donné horaire 15 minutes. Globalement, ça reste quand même très baissier. Si ça casse, eh bien, on ira chercher l'autre zone et on verra ce qu'on fait sur cette zone-là. Mais là, pour l'instant, j'estime qu'on est sous résistance, qu'on est sous zone et surtout que les vendeurs gardent la main. Donc, à suivre, surveiller de près quand même à l'ouverture à 15h30, voir la réaction des investisseurs américains. L'euro-dollar qui a fortement réagi hier face aux propos de Jérôme Powell. Donc, on avait quand même mis en place une stratégie baissière, notamment en données horaires. Je vous disais qu'on avait quand même une étoile du soir doji juste ici et que je pense qu'il fallait de nouveau vendre. Pour celles et ceux qui n'étaient pas convaincus du chandelier, il y avait quand même la divergence horaire qui a été validée derrière.
Ici, on avait une belle divergence et le scénario, comme toujours, c'était le range, l'anticipation du range. Rappelez-vous, avec 1,1180, 1,1370. Et donc, pour l'instant, le range est respecté à merveille. Donc là, on a bien un range qui est en train de se mettre en place sur l'euro. Pour l'instant, plutôt neutre, un biais baissier. Celles et ceux qui ont profité, qui sont rentrés sur l'étoile du soir, doji ou la divergence horaire, ont dû prendre un TP1 puisque le TP1 a été fait, c'était milieu de range. Et le TP2, c'est la borne basse. J'estime que l'euro reste toujours fébrile, qu'on est dans un range et que la dynamique de fond reste baissière. Donc j'ai plutôt envie de chercher des ventes à l'approche de la borne haute. Donc là, on a quand même eu un bel avalement baissier, ça repart, mais je ne suis pas convaincu. Pour moi, on est dans un range et je pense qu'il faut toujours chercher des ventes dès que les prix vont se rapprocher de ce niveau. Là, en données 4 heures, bon, on a un avalement baissier, mais il y a beaucoup de mèches hautes, beaucoup de mèches basses. Il y a beaucoup d'indécision. Enfin, je trouve que dans ces patterns, on retrouve beaucoup d'indécision de la part du marché. Mais globalement, voilà ce qu'il va falloir trader dans les prochains jours. Le range. Et essayer de revendre à chaque fois qu'on se rapproche de la borne haute de ce range. Si on regarde en données daily, bon, hier finalement, grosse indécision, on a quand même une belle bougie flux, enfin, on avait une belle bougie verte à la hausse, derrière c'est reparti rouge, finalement ça clôturait vert, mais balle au centre, doji, hésitation. Qui dit hésitation dit range à venir, très clairement sur cette paire. Le dollar c'est quand même bien renforcé, mais pareil, je garde toujours ce scénario en tête de range pour les semaines à venir. Donc là, ce serait bien que la Kijun commence à descendre, la MM50, ça renforcerait ce niveau, et donc il faudra pareil insister de nouveau sur les ventes et vendre le plus proche des 1,1370, 1,1383 pour aller taper le milieu de range et retourner sur le bas du range. En tout cas, pas d'achat actuellement sur l'euro dollar, sauf si retour sur la borne basse, mais plutôt privilégier des ventes sur les gros niveaux clés. En tout cas, une vente est bien passée hier, donc prise de bénéfice, mise à bas du stop, donc je pense que vous êtes fait sortir. Et il va falloir recommencer à taper sur l'euro dollar à chaque fois qu'on viendra de nouveau tester la borne haute de ce range. Le NZD-USD, on avait mis un plan haussier. J'espère que votre stop loss n'était pas trop près, car pareil, on a eu quelques petites frayeurs hier, mais finalement la zone a tenu. Étant donné qu'on est sur une zone, il faut des stop loss assez larges. Hein. Pour rappel, on est sur une zone ici. Je vais enlever l'Ishimoku pour que ce soit un peu plus clair. Mais on a une très belle zone de polarité hebdomadaire. Si j'y arrive, on va élargir un peu. Voilà, par ici. Donc on a une très belle zone de polarité hebdomadaire. Donc je vous disais, je verrais bien un range à venir ou un rebond dans un premier temps. Mais là, pareil, si on affine un peu, on a le sentiment qu'on est dans un range, qui est un début de range, qui est en cours de formation. Donc encore une fois, ping-pong entre les deux bornes. Derrière, on avait quand même eu cette divergence 4 heures qui a été validée. Bel avalement haussier 4 heures ici, donc je continue d'être haussier sur cette paire. La divergence a fonctionné pour l'instant, elle tient. Un peu tôt pour mettre le stop à break-even. Et j'ai un TP1 un peu plus haut. Là, ce qui va juste me déranger, c'est la même 50 qui arrive pleine balle. Ça va être un gros morceau à passer. Tout dépend d'où vous êtes rentré. Mais essayez de protéger quand même assez rapidement ce trade si on arrive proche de la MM50. Au moins mettre à break-even. Si ça retombe, tant pis. Mais si ça casse, derrière, il y a un beau potentiel haussier. Si on repasse en daily maintenant, les bougies sont plutôt intéressantes ici sur ce bas de range. Ça monte fin de la baisse, stabilisation, doji. Ce serait bien qu'on clôture vert sur cette séance. Mais pareil, sentiment qu'on a un range. Et ici, on a un gros morceau à passer.
On a la MM 54 heures qui va arriver avec ce niveau de résistance. Donc, si vous avez un peu de marge, protégez rapidement ce trade lorsque l'actif sera vers ce niveau. Mais derrière, je vise quand même un peu plus haut. Je vise vrai TP1, pour moi, ce serait les 0,64, 40. Et derrière, si on casse ce niveau, bon, bah là, c'est retour sur la borne haute du range. Mais là, on a quand même un gros morceau. Donc, je vise pas tout de suite le TP. Enfin, je me montre plus prudent sur le TP2 qui risque d'être plus compliqué à aller chercher. On est sur une zone hebdomadaire, donc là, je pense qu'il faut quand même chercher des achats sur ce gros niveau, tant que ça ne cède pas. Mais jouer plutôt un rebond plutôt qu'une rotation complète des prix vers la borne haute du range. Voilà mon scénario. D'où mon invitation à vite protéger le trade si on vient taper ce niveau. Et si ça passe, ne pas être trop gourmand, essayer juste d'aller chercher les 0,6940. Voilà mon objectif sur cette paire. Le GBP USD qui a bien réagi aussi. On a fait quand même pas mal d'excès baissiers. On a sauvé quand même la borne basse du canal. Donc ça, c'est un bon point. Je suis bien tenté de vous proposer une stratégie à l'achat, mais j'aime pas la dynamique dans laquelle on est. Ça reste vachement baissier, je trouve. Alors, il y a un très beau niveau de prix qui va m'intéresser sur cette paire. On est venu le taper quasiment. On est quasiment venu le taper, mais c'est les 1,3150. Et là, pour le coup, c'est une très belle zone de prix. Là, on a une magnifique zone, juste ici. Elle est assez large. C'est cette zone-là. 1,32. 1,31. Allez, 1,31,30. C'est une zone assez large, et effectivement, mais c'est une très belle zone de polarité. C'est une zone hebdomadaire, et ici, je pense qu'il faudra chercher des achats. C'est vraiment une zone qui m'intéresse. On est venu la taper sur excès. Alors, finir l'analyse en données hebdomadaires, mais vous voyez, hop, ça me plaît. 38,2, retracement de 38,2 de la dernière vague de hausse et zone de polarité. Donc ici, il ne faudra pas s'amuser à vendre, mais au contraire, il faudra chercher des achats. Achats uniquement sur cette magnifique zone de polarité. Donc on est quasiment venu la taper, enfin on est venu taper le haut de la zone, mais je pense qu'il faut se montrer encore patient et qu'on peut avoir un meilleur point d'entrée, si vous voulez mon avis. Maintenant, ce qui me dérange, enfin, je disais que je voulais vous envoyer un plan de trading à l'achat, mais ce qui me dérange, c'est sur les unités de temps un peu plus courtes. J'aimerais qu'on termine cette dégringolade, ou soit qu'on fasse une fausse sortie par le bas de ce canal pour aller chercher ce gros niveau et chercher des achats ici. Maintenant, à l'achat, ce qui me dérange, c'est qu'on est sous résistance. Effectivement, en données 4 heures, ça reste quand même bien baissier, hein, des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Et faire acheter ici, je trouve que c'est un peu suicidaire, très clairement. Pareil, là, il y a une zone de polarité intermédiaire. Tac. Et tant que ce niveau casse pas, je me vois mal vous proposer un trade à l'achat. Autant tenter sur support pour anticiper un rebond, ok. Et là, sous la résistance, c'est encore trop tôt. Mais je la garde sous surveillance, cette paire. Elle commence doucement à m'intéresser. Mais j'aimerais que le marché bute. Vous connaissez le scénario. Tracez votre zone, encore une fois, et guettez ce niveau. Voilà, ce gros niveau, 1,32, 1,31,40 à peu près. Et là, ici, il faudra stopper les ventes et commencer à chercher des achats pour espérer un rebond plus conséquent. On pourra avoir un très beau trade swing à venir sur cette paire dans cette zone. Donc, je la mets de côté pour l'instant, mais je reviendrai dans les prochains jours, aux prochaines semaines, si ce niveau est atteint. En tout cas, tracer cette zone avec le niveau de 38,2 de Fibonacci de la dernière vague de hausse. Ici, c'est une zone de convergence, donc très important.
C'est tout pour le Forex. La UDNZD, il ne se passe pas grand-chose. Le plan n'est pas invalidé. Euro CHF, vous en parlez aussi. Ça reste un peu fébrile. Bon, je reviendrai peut-être dessus demain. Mais là, je voulais surtout faire un point technique sur les paires qui me semblaient intéressantes. Les autres, pas grand-chose. Et la UD-USD, on a eu une belle dégringolade hier, très rapidement. Pour celles et ceux qui étaient encore vendeurs, peut-être sur la UD-USD. Bon, j'espère que vous avez quand même profité de l'accélération si vous aviez gardé un reliquat pour venir prendre des bénéfices. Après, on est quand même sous la zone de support ici, de résistance, pardon. MM 4 heures, ça reste baissier. Pareil, les annonces de Powell ont un peu jeté un froid sur les marchés, donc ça a plombé la UD et renforcé le dollar. Le support idéal, ce serait les 70-20, et comme je vous le disais, la clôture mensuelle est plutôt belle. Effectivement, je le reconnais, belle clôture mensuelle, on perce le nuage, on perce la M50, et là je pense qu'on est en train d'effectuer le pullback sur le bas du nuage, qui correspond à notre zone 4 heures. Donc, effectivement, je pense que le marché a enfoncé un gros niveau de support en données mensuelles, et je pense qu'il va falloir très clairement chercher des ventes, continuer à chercher des ventes sur cette paire. Donc, celles et ceux qui ont gardé un reliquat, eh bien, baissez votre stop, et je pense qu'on pourra aller chercher, enfin, en tout cas, une prévision plutôt à la baisse sur cette paire, car la bougie mensuelle est plutôt, on a le sentiment très clairement que les vendeurs ont pris l'ascendant et qu'ils pourraient mettre de nouveau la pression pour aller chercher plus bas. Donc, à suivre, mais à mon avis, je pense qu'il va falloir plutôt chercher des ventes dans le sens de la tendance sur cette paire. Donc là, surveillez bien, mettez-vous en données 4 heures et essayez d'attraper toutes les cassures Tenkan Kijun dans le sens du flux. S'il y en a. Il y en avait eu une ici. Dans ce cas-là, peut-être se mettre en horaire, mais en horaire, je pense que le nuage a twisté. Exactement, donc invalidé. Là, surveillez en données 4 heures. Le flux est baissier, la bougie mensuelle est bien baissière. Donc derrière, si on bute sur les résistances, eh bien, jouer toutes les cassures Tenkan Kijun dans le sens du flux pour aller chercher les prochains niveaux de support. Le gold, bien forcément, le gold, on avait une grosse bataille dans un range et le sentiment que les vendeurs ont gagné à court terme. Je reste toujours à l'écart, c'est vachement fragile le gold, assez fébrile très clairement. Forcément, la hausse du dollar a plombé le gold, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est surtout la hausse des rendements obligataires qu'on a eu suite aux annonces de Jérôme Powell et les anticipations d'inflation derrière. Concernant une hausse, enfin, plusieurs hausses de taux à venir et revoir le calendrier du tapering. Donc, on a eu un bond sur les rendements obligataires. Et donc, on a une hausse des rendements obligataires, forcément, ça vient plomber le métal jaune. Maintenant, je reste toujours à l'écart. J'attends la clôture hebdo pour savoir si on va sauver ce niveau, mais je trouve que c'est fragile. Très clairement, je trouve que c'est très fragile. On avait cette belle oblique, on avait cette zone. Hier, on a bien clôturé sous l'oblique, sous la zone. Là, on tente de rebondir. Mais je voudrais qu'on repasse au-dessus des 1800 en fait. Si on repasse au-dessus des 1800, eh bien forcément, on aurait le sentiment d'avoir eu un bear trap. Et si on a un bear trap, derrière c'est positif, j'ai envie de dire, pour la suite, et donc le pire n'est pas certain. Et par conséquent, on pourrait reprendre de la hauteur et espérer rallier les 1830. Mais pour l'heure,
le fait qu'on soit sous MM200, sous MM50, sous la zone, sous l'oblique, j'ai le sentiment que les vendeurs ont la main. Donc là, ce que je vais surveiller maintenant pour invalider ce scénario baissier, c'est qu'on repasse au-dessus des 1800 et qu'on franchisse la moyenne mobile 4 heures. Là, ce sera un bon point, mais pour l'heure, il y a vraiment une dégradation. Je vous disais qu'il y avait une grosse bataille dans un range. On tente de réintégrer, mais je ne suis pas convaincu honnêtement du mouvement haussier qu'on est en train d'initier. Et par conséquent, je vais surtout surveiller la clôture hebdomadaire. Voilà, si on clôture sous la zone, eh bien, je pense qu'il faudra revenir plus tard à l'achat sur le gold et tenter d'aller chercher les 1750 $. Donc, affaire à suivre, mais on aura surtout pas mal d'informations en clôture hebdomadaire d'ici la fin de la semaine. Et la clôture mensuelle, quand même, je n'ai pas parlé. C'est dommage. C'est dommage, encore une fois, et on revient au même point de départ, d'où l'importance d'attendre les clôtures. Pour le coup, je m'étais peut-être aussi un peu emballé quand je voyais le beau début de mois, mais on revient au même stade. Rappelez-vous, je vous disais, ça fait 5 mois qu'on est bloqué entre cette Tenkan et cette Kijun et on n'arrive absolument pas à la casser en données mensuelles. Et il faudra donc attendre une cassure de ces deux niveaux pour espérer, pour anticiper le prochain flux directionnel et se positionner, si vous voulez, dans le flux directionnel à venir. Et là, c'était bien parti. Voilà, je me disais, bon, le marché est bien orienté. On avait une belle sortie de range en données hebdomadaires et au final, bull trap, on réintègre, clôture, point de départ. On revient au point de départ entre Tenkan et Kijun. Et donc, tant qu'on reste en fait en données mensuelles dans ces deux niveaux, eh bien, on n'aura pas de flux directionnel, tout simplement. Donc, soit on casse une bonne fois pour toutes la Kijun, dans ce cas-là, on part en direction du sud et on va chercher bien plus loin. Sinon, enfin, on s'extrait des 1830 en clôture mensuelle et là, pour le coup, je pense qu'on repartira dans le sens de la dynamique primaire, qui est haussière, et depuis maintenant plus d'un an, on a une dynamique secondaire qui est un peu baissière, un peu en mode range, mais la dynamique de fond, elle, demeure haussière. Néanmoins, maintenant, il faut surveiller pour la fin du mois de décembre la clôture de la bougie mensuelle. Et j'aimerais qu'on arrive à sortir une bonne fois pour toutes de cette prison entre la Tenkan et la Kijun. Le Brent. Le Brent qui est quand même extrêmement volatile, la bougie mensuelle est horrible. On est très clairement sur un avalement baissier. Et je pense qu'il faut chercher à vendre le pétrole. Donc là, pareil, prudence, on va avoir pas mal d'annonces cette semaine. Il y a des réunions entre l'OPEP et ses alliés. Ça peut partir un peu dans tous les sens. Maintenant, on est quand même venu taper la deuxième zone au point près. Donc là, si certains d'entre vous ont voulu mettre à profit cette zone, eh bien, bravo à vous, car vous avez eu le point bas sur le pétrole, sur cette fameuse zone. Hier, on s'est situait dessus, mais je vous disais, attention, on n'a aucun chandelier de retournement. Et encore une fois, le pétrole est un marché drivé par les investisseurs américains. Donc, à 11 heures, on semblait se stabiliser. Et à l'ouverture du marché US, boum, on a bien purgé une nouvelle fois. Donc là, pareil, il faut se méfier des faux signaux qu'on peut avoir parfois avant l'ouverture du marché américain sur le pétrole. Car parfois, et c'est exactement la même chose sur le marché de l'or. Parfois, on a les investisseurs européens qui tentent de prendre des initiatives et à l'ouverture des marchés américains à 14h30, très clairement, les investisseurs américains leur font comprendre qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec cette prise d'initiative et qu'ils ont bien l'intention de les prendre à contre-pied et soit d'accélérer à la baisse, soit d'effectuer au contraire un retournement de marché. Là, la stabilisation n'a pas tenu. En revanche, on est vraiment venu taper la deuxième zone. Bravo à celles et ceux qui
durant la nuit, le début de soirée, ont tenté des achats ici. C'était culotté et audacieux à la fois, mais ça a payé. Pour ma part, je n'enverrai pas de plan de trading. De toute façon, c'est trop tard. Et la divergence, j'estime ici que le rebond est déjà trop important, si vous voulez. Alors oui, il y a une divergence, oui, elle vient d'être validée, mais on a quand même déjà pris 5% depuis le point bas. 7%, c'est trop tard pour jouer cette divergence. C'est trop tard. Est-ce qu'on a retracé les 50%? Je ne sais pas, je ne pense pas. À mon avis, c'est le plaquage jaune qui est juste ici. Exactement, voilà. Donc, le niveau des 50, c'est ici. Bon, j'attends de voir le pétrole. Je pense qu'il faut chercher des ventes, pas maintenant. Alors, les achats, c'est trop tard. Là, c'est de la gestion de position pour celles et ceux qui ont eu l'audace de payer ici en pleine débâcle quand le marché perdait encore 6 ou 7%. Donc là, on remonte les stops, on prend des bénéfices et je n'exclus pas de revendre le marché ici. Non, c'est le niveau qui va m'intéresser, mais je pense que le pétrole, pareil, il faut retourner à la vente. On a une dégradation de la tendance, la bougie mensuelle est horrible. Là, de nouveau, on est sur une belle zone. Je l'attends un peu plus haut, mais je ne suis pas convaincu de la reprise. Je pense que, au contraire, il faut plutôt chercher des ventes, soit par ici, soit sur ce niveau-là. Pour l'instant, c'est trop tôt, on est dans un rebond, on prend plus 5%, pas de précipitation. Encore une fois, on attend l'ouverture à 15h30 des marchés américains, mais globalement, on a un beau flux baissier qui est en train de se mettre en place, donc un range ne serait pas à exclure. Mais en tout cas, achat, c'est trop tard. Là, c'est gestion de position et plutôt chercher des ventes sur les gros niveaux de résistance. Par ici ou par là. Et pour l'heure, on est dans une séance flux directionnelle impulsive. Donc, attendez au moins des signaux sur des unités de temps importantes, au moins 4 heures. Car là, pour l'instant, c'est les acheteurs qui montrent de la force. Voilà pourquoi je vous invite vraiment à intervenir sur les grosses zones clés pour tenter d'attraper potentiellement le point haut de ce rebond. Le WTI. Alors, le WTI est venu taper son niveau de support intermédiaire. En clôture, ça va, on a quasiment sauvé la grosse zone de polarité, mais c'est la même chose. La configuration est exactement la même. On a la divergence 4 heures qui a été validée. Donc, place au rebond, on peut aller chercher un peu plus haut, effectivement. Je n'exclus pas un rebond en direction des 71,50. Et je pense qu'il faudra revendre par ici le pétrole, avec un stop loss assez large pour viser de nouveau la borne basse, enfin la zone basse horizontale. Mais là, pareil, jouer cette divergence maintenant, j'estime que c'est trop tard. Déjà 4%, une grosse partie du rebond a été fait. Tant pis. Laissons le marché finir ce rebond. Voyons la réaction sur les gros niveaux de résistance pour derrière tenter de se repositionner dans le sens du flux qui est totalement baissier et de nouveau aller chercher les prochains niveaux de support. Et là, la bougie hebdomadaire, pour l'instant, on est sur un doji. Mais à mon avis, on pourra avoir un range pareil qui va se dessiner et la clôture mensuelle. Wow, la clôture mensuelle est quand même horrible. Magnifique bull trap, très clairement au-dessus de la zone de résistance. Ça sent le bull trap. Ça sent le bull trap. On est en plein avalement baissier. Je pense qu'il faudrait laisser le pétrole remonter un peu avant de repartir. Enfin, le laisser finir son rebond, mais j'ai pas envie de payer le marché quand je vois cette bougie mensuelle. Très clairement, je vous le dis honnêtement. Bien au contraire, j'ai plutôt envie de chercher des ventes sur tous les gros rebonds. Voilà mon plan maintenant sur le pétrole. Car là, la bougie est vraiment pas belle du tout.
avalement baissier, bull trap, on réintègre la zone, on repasse sous la zone de support. Bon. Là, le prochain niveau qui va m'intéresser, c'est les 71,50, 71,7 pour tenter de nouveau des ventes. Les cryptos. Bon, le BTC n'a pas trop réagi hier. La clôture mensuelle, bon, eh bien, tant pis. Hein, le mois de novembre est censé être le meilleur mois pour le BTC. C'est l'un des mois les plus performants. Certains, en moyenne, il me semble que le marché s'attend à une hausse de 40%. Et il ne faut pas se fier aveuglément aux statistiques, puisque le mois de novembre a clôturé en baisse de 7%. Bon, pour le coup, le mois de septembre était plutôt bon, effectivement, il n'a pas fait mentir les stats. Les stats, c'est que le mois de novembre et le mois d'octobre et le mois de novembre sont l'un des meilleurs mois de l'année, avec le mois d'avril et le mois de mai. Bon, le mois d'octobre a été excellent. Le mois de novembre, il n'est pas du tout catastrophique. 7%, c'est rien pour le BTC. Et surtout, la dynamique reste belle, c'est préservé, mais on a quand même une sous-performance du Bitcoin, très clairement. Et là, on a une surperformance de l'Ethereum. Donc, choisissez encore une fois les bons actifs à trader. Mais le BTC qui est un peu fragile, qui traîne la patte, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, on a un Ethereum qui est à 2 doigts de faire un plot historique. Mais pour autant, la dynamique reste belle et je préfère avoir une dynamique avec accélération, phase de repli, accélération, phase de repli, plutôt que parabole. Voilà, ça c'est une tendance saine. Donc, si on peut continuer comme ça encore des mois, voire des années, ça m'irait très bien. Si le marché commence à s'emballer, à devenir euphorique, bah là, généralement, c'est ici qu'il faut être prudent. Et là, bah, la tendance est belle, bien construite, pas du tout euphorique. Donc, pas d'inquiétude à avoir toujours sur le BTC. Ça reste bien orienté à la hausse. Maintenant, il faut qu'on franchisse cette fameuse oblique. Cette oblique-là qui bloque depuis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On est sous cette oblique et forcément, on est sous notre zone, les 58 350. Donc là, ce qui serait beau, ce serait d'avoir une clôture hebdomadaire au-dessus de la zone. Enfin. Et qu'on break, je disais surtout, je m'attends à un ça devrait libérer vraiment un nouveau potentiel haussier si on break à la hausse cette bougie flux qu'on a eu ici. Sur l'Ethereum, c'est fait, mais sur le BTC, c'est plus compliqué. Mais là, il faut qu'on break ce niveau. Donc, si on doit breaker cette bougie, bah forcément, on réintègre le range et derrière, on casse l'oblique. Et derrière, pour le coup, ça devrait permettre une nouvelle accélération en direction des 70 000 et 66 000 et 70 000 $. Voilà les conditions pour libérer le potentiel haussier. Et oui, sortir ce fameux canal baissier aussi, je l'avais oublié celui-là. Mais pareil, hein, on a un beau canal baissier, on fait de l'excès, on est sur une grosse zone. Hein. On est sur une grosse zone, le marché se cherche, mais je suis plutôt confiant pour la suite, si vous voulez mon avis, mon opinion. La dynamique est belle, en tout cas, il n'y a rien d'alarmant sur le BTC. Les gros niveaux de support sont préservés et là, il manque vraiment pas grand-chose. Ce serait bien d'avoir un petit catalyseur à venir, mais le sentiment qu'on est peut-être dans une zone d'accumulation ici depuis maintenant dimanche, que voilà, il manque un petit truc pour que le BTC puisse enfin percer ce gros niveau, casser son oblique, sortir par le haut de son canal baissier et me faire une clôture hebdomadaire au-dessus de cette zone. Et là, ce serait vraiment un très bon point pour la suite, pour espérer une nouvelle jambe de hausse. L'Ethereum, rien à dire, c'est super propre.
content de voir qu'on a réussi à casser cette bougie-là de baisse. Donc ça, c'est un très bon point. Et maintenant, j'espère qu'on ne va pas... le pire scénario, enfin le pire, ce ne serait pas le pire, mais ce serait le plus ennuyant, j'ai envie de dire, ce serait d'avoir un range ici, entre ces deux niveaux. Ce serait un peu dérangeant. On commence à évoluer dans un range ici, entre 4840 et 3900. Donc ça, ce serait vraiment je considère le pire scénario. Ce serait une phase de trading range, de ping-pong, donc c'est pas très intéressant pour les crypto-monnaies. Donc voilà le pire scénario qu'on pourrait avoir actuellement sur l'Ethereum. Ce serait que on cale un peu et que l'Ethereum parte dans une grosse phase de consolidation avant de sortir par le haut. En revanche, si on break le plus haut historique ici, eh bien je vise mon TP à 5235. Là, je garde toujours cette cible. Là, c'est bien orienté et j'aimerais que l'Ethereum ne manque pas de carburant dans les séances à venir et parvienne une bonne fois pour toutes à casser ce niveau. Et qu'on ne parte surtout pas dans une phase de trading range. Et là, la bougie 4 heures me dérange un peu, on est un peu sur un chemin de retournement. Donc à suivre, deux scénarios, soit on casse les plus hauts objectifs 5235, et si le marché commence à manquer de carburant, eh bien, je n'exclus pas ce scénario de range à venir de plus long terme sur l'Ethereum, une phase un peu longue, un peu molle, et un range de 1000 points, de 1000 dollars à trader 4900, 3900 avant de repartir à la hausse. Voilà mon plan et ma prévision en tout cas sur l'Ethereum, mais globalement, je reste bien évidemment positif et je pense qu'on devrait avoir une surperformance de l'Ethereum par rapport au BTC dans les jours, dans les semaines à venir. J'ai plus envie d'anticiper une poursuite de la hausse plutôt qu'une phase de trading range, si vous voulez mon avis. Je privilégie vraiment le scénario de poursuite de la hausse, car si on regarde le ratio ETH-BTC, on avait un triangle de consolidation, on est sorti par l'autre de ce triangle. Donc, d'un point de vue technique, ça plaide pour une surperformance de l'Ethereum. C'est déjà le cas, mais une poursuite de la surperformance de l'Ethereum. Et donc, je vois mal l'Ethereum partir dans un range. Je vois plutôt continuer sa hausse. Voilà pourquoi je privilégie une accélération haussière. Néanmoins, je ne peux pas exclure ce scénario. C'est un scénario qu'il faut aussi envisager si jamais on cale et qu'on échoue à franchir ce gros niveau clé. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.